Alors, bonjour tout le monde. Voici un nouveau chapitre. On commence avec la Renaissance italienne. J'ai fait exprès de mettre un petit peu de musique pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Ce que j'ai choisi comme musique, c'est vraiment de la musique typique du début de la Renaissance. Il y a des airs un peu moyenâgeux là-dedans. Je vais vous faire écouter de la musique qui a été faite plus vers la fin de la période de la Renaissance, puis vous allez voir un peu l'évolution. Donc, la Renaissance, ça commence avec, bon, encore une fois, là, la coupure est jamais nette, 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 mais un des éléments clés de la Renaissance, c'est l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Ça a été fait ça en 1450. On utilise souvent cette date-là, 1420-1450, c'est un peu le début de la Renaissance. Renaissance italienne parce que ça prend racine vraiment en Italie. Euh, Principalement à Florence, qui est une des villes les plus importantes de l'Italie à l'époque, et ça va progresser un peu partout euh, en Europe. Il y a une rupture quand même assez nette avec le Moyen Âge, parce que au Moyen Âge, comme je vous expliquais précédemment, c'est l'Église avec sa religion monothéiste qui prend toute la place. Et tout est centré autour du concept religieux, autour de Dieu, autour de l'Église. La Renaissance vient modifier un peu cette position et avec la Renaissance, on assiste à un vaste mouvement culturel euh, qui va, qui va prendre racine avec plusieurs érudits qui sont des citadins, donc qui vivent en ville, c'est pas des paysans là, qui vivent en campagne. Vous en avez quelques-uns dans la diapo devant vous. Copernic, qui est le premier à émettre l'hypothèse du mouvement de la Terre autour du Soleil. On s'entend qu'à l'époque, c'est hérétique de penser ça. Euh, la Terre est au centre de l'univers parce que la religion veut ça. Donc lui vient un peu démentir cette fausse idée, visiblement. Galilée va reprendre les mêmes propos de Copernic. Il va aussi travailler avec développer des lunettes en astronomie. On a Erasmus qui est un humaniste chrétien qui va critiquer le Nouveau Testament. Il y a Léonard de Vinci, euh, un homme humaniste dans la mesure où c'est quelqu'un qui va être un véritable touche-à-tout. Il va être un peintre, il va être un architecte, il va être un inventeur, un ingénieur, un sculpteur. Bref, la palette est très large. Alberti, qui lui aussi, donc typiquement de l'époque Renaissance, de l'époque humaniste, touche-à-tout, va être un lettré, va être un mathématicien, va être un architecte. Et on finit là, avec Gutenberg, qui est responsable là, de l'invention de l'imprimerie. Donc, ce qui se passe à la Renaissance, c'est, comme commençais à dire, le courant des humanistes, c'est-à-dire que Dieu ne se retrouve plus au centre de toutes les réflexions, c'est l'homme qui occupe cette place-là. Donc, l'homme prend une place beaucoup plus importante, euh, et d'où le terme humaniste. C'est la foi à la grandeur de l'homme qui vaut à ses savants le nom d'humaniste. Alors, on va essayer de transposer le réel, on va avoir différentes questions artistiques. On va, entre autres, développer la perspective, le dessin architectural, on va étudier des proportions, on va étudier l'anatomie, on va étudier le mouvement. Et principalement, un autre point assez important de la Renaissance, c'est qu'on va se tourner vers les anciens. Le Moyen Âge était un peu un contre-coup de la chute de l'Empire romain, qui a duré 1000 ans, et la Renaissance, puis le terme est assez bien choisi, là, donc il y a comme une espèce de renaissance scientifique en 1400, au milieu là, du 15e siècle, et les hommes de la Renaissance vont aller faire un retour en arrière, c'est comme s'ils allaient plus loin que le Moyen Âge, puis ils revenaient à ce que les Romains avaient fait à l'époque. Il y a aussi, c'est aussi une façon là, euh, de prendre le contre-pied de ce qui avait été fait au Moyen Âge. On se souvient, le Moyen Âge, il y a eu des famines, il y a eu beaucoup de guerres, il y a eu entre autres la guerre de 100 ans entre la France
et l'Angleterre qui a duré 100 ans. Jeanne d'Arc fait partie des figures mythiques de cette guerre. Il y a eu la fameuse peste noire dont je vous parlais quand on a regardé le Moyen Âge, qui a décimé la moitié de l'Europe en l'espace de 5 ans. Euh, Bref, on part avec ça. Euh, Puis donc, le temps de la Renaissance, c'est une espèce de reprise générale. C'est une reprise économique, c'est une reprise démographique aussi. Euh, donc, quand on va, après la guerre des 100 ans, la France, qui avait à peu près une dizaine de millions d'habitants, va doubler sa population. Donc, elle va retrouver son niveau démographique d'avant les crises. Puis la plupart des grands pays européens vont réussir justement à remonter euh, les grands événements malheureux du Moyen Âge. En architecture, il y a un point fondamental à la Renaissance, c'est que on retrouve un traité, principalement, c'est qu'on va traduire un traité d'architecture. Bon, on est déjà rendu au milieu de la Renaissance, en 1521, mais c'est quand même fondateur de ce qui va se faire en architecture. Euh, Vitruve, qui est un architecte de l'époque romaine, a écrit un traité en latin dédié à l'empereur Auguste vers -15 avant Jésus-Christ. Et en 1521, il va être traduit en italien. Donc avant ça, on avait juste de vieilles copies latines, pas mal plus difficiles à lire pour le commun des Européens du Moyen Âge. Alors, avec Vitruve, on parle de principes d'ordre classique. Alors, lui exprimait un peu comment les bâtiments se faisaient à son époque, à l'époque de l'Empire romain. On parlait de trois qualités principales, firmitas, utilitas, venustas. Donc, autrement dit, l'architecture devait être forte, elle devait être utile, elle devait être belle. Et selon lui, l'architecture était également une imitation de la nature. Alors, ces principes vont former la base de ce qu'on appelle la conception classique de l'architecture. Et au Moyen Âge, à la Renaissance, on revient à cette période classique de l'architecture romaine. Au Moyen Âge, il va y avoir énormément de développement dans à peu près toutes les sphères de la science. En architecture, il va y en avoir en peinture, en sculpture, en anatomie, en plein de choses. En peinture, un des points super importants, c'est la découverte de la perspective. Je vous expliquerai dans quelques instants qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu une expérience particulière de Brunelleschi, on va en parler. Il y a l'apparition du solvant à l'huile, l'apparition du chevalet, de la toile. Donc, il y a plein de nouveaux outils qui vont permettre une diffusion rapide de la peinture, des différents courants esthétiques. Les peintres principaux de l'époque, Masaccio, Angelico et Botticelli. Ce qui m'amène à l'expérience de Brunelleschi, l'expérience pour comprendre la perspective. Alors, ce que Brunelleschi fait, c'est qu'il va se retrouver sur la place San Giovanni à Florence. En fait, il va se mettre dans le portique de la cathédrale florentienne, puis on va le voir parce qu'il va travailler aussi sur la cathédrale. Bref, il s'installe dans le portique de la cathédrale, il va regarder le baptistère qui est en face, il va le dessiner, donc il va en faire une toile. Ensuite de ça, cette toile-là, il va venir la fixer sur une petite plaquette, il va faire un trou dans sa plaque, ce que vous voyez sur l'image de droite. Donc il fait un trou dans sa plaque, il se repositionne à l'endroit où il a fait sa peinture et il va mettre un miroir entre lui et le baptistère. Le miroir lui permet, donc là, en fait, il retourne sa peinture contre lui. Donc, il va mettre son œil derrière sa toile. Alors, il y a un trou. Il regarde à travers son dessin. Alors, imaginez-vous que le dos de ma main, c'est le dessin. C'est la peinture du baptistère. Donc là, ici, de ce côté-ci, il n'y a rien. C'est derrière de la toile. Il va faire un trou, il peut voir à travers. Pour l'instant, il ne se passe rien. Je vois à travers une plaque, tout simplement. Puis, il se place pour revoir le baptistère. Il va mettre un miroir entre lui et le baptistère et il va réaliser, il va positionner sa toile, lui, sa position au sol,
le miroir pour que tout coïncide parfaitement. Puis c'est à ce moment qu'il comprend que quand on fait une perspective à un point de fuite, le fameux point de fuite, le fameux un point de fuite, c'est le positionnement de l'observateur par rapport à ce qu'il dessine. Donc, brièvement expliqué, ça a l'air de rien, mais là, on vient de rentrer plein de notions scientifiques dans les arts visuels, ce qu'il n'y avait pas vraiment avant cette expérience de Brunelleschi. Avant ça, on dessinait, on y allait en termes d'importance. Donc, au Moyen Âge, je vous expliquais entre autres là, que Jésus est le plus gros que les disciples, et le plus grand que les disciples parce qu'il est le plus important. Il n'y a absolument aucune notion de perspective. On est juste dans de la symbolique. À la Renaissance, là, on amène des notions scientifiques. Dit à peu près toutes les sphères possibles, dont, entre autres, dans la peinture. Masaccio, la Trinité, est une fresque, peut-être une des premières peintures construites avec une perspective rigoureuse. Ce n'est pas encore 100% parfait, mais vraiment, là, les artistes veulent utiliser les notions scientifiques pour représenter, finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de représenter notre monde tridimensionnel, puis on veut trouver une façon de le positionner sur une feuille de papier qui, elle, est bidirectionnelle. 2 dimensions, la feuille de papier, 3 dimensions, espace réel. Et vous allez voir qu'à la Renaissance, finalement, il va y avoir plein d'expériences. On se demande même, de certaine manière, est-ce que c'est une véritable description d'un univers, les images que vous avez devant vous? Est-ce que c'est un exercice formel pour se pratiquer? On dirait presque parfois que c'est des pratiques de perspective à un point de fuite. Mais c'est des exemples de toiles typiques de cette époque. Bien sûr, on ne fait pas que de la perspective. C'est une toile ici de Botticelli, La naissance de Vénus, que vous avez sûrement déjà vue, qui a été faite, elle aussi, à l'époque de la Renaissance. On est en 1486, puis qu'on est en plein là-dedans. Renaissance, là, dites-vous que c'est à peu près, grosso modo, un 200 ans. Le milieu du 15e siècle jusqu'au milieu du 17e. Donc, 1450, 1420, 1450, jusqu'à 1620 à peu près. C'est un peu ça, un 200 ans. Donc, nos artistes, nos architectes de la Renaissance retournent en arrière, vont voir ce que les Romains ont fait, et en faisant ça, donc ils vont étudier les monuments anciens. Brunelleschi, on va en reparler, mais va faire des voyages, va aller en Italie, va aller voir les temples, les colisées, les aqueducs, donc toutes les grandes constructions romaines. Et il n'est pas le seul à faire ça. Plusieurs artistes de la Renaissance vont faire ça. Donc, à l'époque de la Renaissance, on analyse ce qui a été fait pendant l'Empire romain. On dresse un inventaire, des règles. On essaie de comprendre comment rationnellement les architectes ont fait à l'époque pour construire. Alors, on essaie de trouver des règles de symétrie, des règles d'art, des rapports de proportion. On revient aux fameux ordres, aux fameuses colonnes, qu'on n'a pas complètement éliminées au Moyen Âge, mais au Moyen Âge, on utilise des piliers, mais on n'est pas fidèle aux ordres doriques, ioniques, corinthiens, composites ou toscans qu'on utilisait dans la Rome antique ou dans la Grèce antique. Image qu'il y a ici, assez intéressante, cette image-là, le AB, A plus B, c'est le fameux nombre d'art qui est une proportion assez particulière qu'on retrouve à plein d'endroits dans la nature, qu'on retrouve dans certaines proportions du corps humain, qui a été utilisé, qui était connu des Grecs, qui était connu des Romains, qui a été utilisé pour construire les bâtiments de l'époque et que les architectes de la Renaissance se mettent à réutiliser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier aussi à la Renaissance? C'est que vous allez voir le retour de la voûte en berceau. Au Moyen Âge, on a commencé par la voûte en berceau parce que c'était une continuité de ce que les Romains faisaient. Il y a eu un changement avec l'art gothique où là, on a compris qu'avec une voûte en croisée d'ogives, on pouvait rendre beaucoup plus légers nos bâtiments. Et ici, à la Renaissance, on ne va pas complètement éliminer la croisée d'ogives, mais on va revenir à l'utilisation de la voûte en berceau.
On va revenir à des chapiteaux de colonnes corinthiennes, donc on va retourner aux colonnes, aux frontons, aux dômes, comme on les faisait à l'époque de l'Antiquité. Le nombre d'art. Le nombre d'art, c'est une proportion. Parfois, vous allez entendre parler de la divine proportion. Ça nous vient d'Euclide, donc c'est un mathématicien du 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, ça date quand même assez longtemps. L'une des peintures les plus célèbres avec le nombre d'art, c'est l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci. Donc, de Vinci fait le fameux, bon, je vous l'ai montré, c'était la première image de la diapo sur la Renaissance, l'homme de Vitruve, en référence à Vitruve qui a fait les 10 livres sur l'architecture à l'époque romaine. Puis le Parthénon, les Grecs ont utilisé ces proportions pour faire leur temple, les proportions du nombre d'art. Le nombre d'art, c'est un rectangle avec un ratio de 1,618. J'y reviendrai dans un cours en direct avec vous pour qu'on discute proportions. C'est un jeu de formes géométriques. On peut le faire avec des rectangles, on peut le faire avec des cercles, on peut le faire avec des triangles. Il y a aussi une référence à la fameuse série de Fibonacci. Vous l'avez peut-être entendu parler au secondaire. La série de Fibonacci, on commence par 0, on rajoute 1, et ensuite, on additionne toujours les deux chiffres précédents pour le chiffre suivant. 0, 1, 1, parce qu'on a additionné 0 et 1. Après ça, on tombe à 2, parce qu'on a additionné 1 et 1. 3, parce qu'on a additionné 1 et 2. Vous comprenez le principe, et ainsi de suite. Puis on monte dans la série. Ce qui est particulier, c'est que plus on avance dans la série, quand on divise deux chiffres subséquents, on se rapproche toujours du nombre d'art. Donc 21 divisé par 13, 13 divisé par 8, 8 divisé par 5, tout ça nous donne une approximation du nombre d'art. Plus on avance dans la série de Fibonacci, plus l'approximation est précise. Je reviens à Brunelleschi, parce que Brunelleschi, donc, c'est lui qui a compris les principes de la perspective à un point de fuite. Et aussi, il n'est pas architecte en tant que tel, il n'a pas fait des études en architecture, mais il va faire plusieurs constructions. Il est responsable de l'hôpital des Innocents à Florence. Et on voit là un retour à des formes classiques. Vous voyez les colonnes à gauche qui sont corinthiennes, en référence à ce que les Grecs et les Romains faisaient. Donc, il travaille là-dessus, mais son chef-d'œuvre, ce pourquoi on connaît Brunelleschi, c'est le fameux Duomo de la cathédrale de Florence. Donc, le dôme, le Duomo de la cathédrale de Florence en Italie, c'est Brunelleschi qui a réalisé l'œuvre. Brunelleschi est mort en 1946. La cathédrale, cette portion de la cathédrale a été complétée un petit peu avant sa mort. En fait, ce qui se passait, c'est que la cathédrale avait été construite. Donc, la construction n'a pas commencé à la Renaissance. On est plus dans une époque romane. Vous voyez à quel point les murs sont épais, des petites ouvertures à peine. Mais par contre, il n'y a pas eu de dôme pendant des années. Il y avait juste un trou. L'architecte qui avait commencé à construire la cathédrale n'avait pas terminé. On n'avait pas de suite. On ne savait pas qu'est-ce qu'il avait prévu pour faire le dôme. Et la ville de Florence faisait face à un défi quand même assez majeur parce que c'était pas circulaire, c'était un octogone pas complètement précis et excessivement grand. On parle de 43 mètres à peu près de diamètre. Okay? C'était énorme. Alors, un concours d'architecture, un concours scientifique a été lancé pour trouver qui allait construire le fameux dôme, et c'est Brunelleschi qui a gagné. Je vais vous faire tout de suite écouter la vidéo, en espérant que ça fonctionne bien là, avec l'enregistrement, et on va poursuivre après. La vidéo est en anglais, malheureusement. And you have no formal architecture training. No pressure, right? For Filippo Brunelleschi, a goldsmith and clockmaker, it was an opportunity of a lifetime. Now consider a challenge.
si c'était pas tout à fait clair ou si vous voulez réécouter le vidéo, c'est une vidéo du National Geographic et ça s'appelle comme ça, How an Amateur Built the World's Biggest Dome. Ce qui est intéressant, et je reviens à mon diaporama, mais donc, ce qui est assez particulier puis différent de ce qu'on a vu au Moyen Âge avec la construction des cathédrales, c'est qu'ici, on n'est pas dans un savoir empirique. Brunelleschi n'est pas en train de faire des tests au sol ou à faire de l'essai-erreur pour construire le fameux dôme. Non, il y a une réflexion scientifique. Il a réfléchi, il a fait un paquet de dessins pour essayer de comprendre de manière mathématique, de manière géométrique, comment réussir le fameux dôme. Il va mettre au point, comme vous avez vu dans la vidéo, plein de machines nouvelles. Il y avait déjà des treuils, il y avait déjà des poulies au Moyen Âge. On perfectionne, donc lui, il va beaucoup perfectionner des grues, ce qu'on n'avait peut-être pas à l'époque, des vis sans fin, des engrenages particuliers, plein d'échafaudages pour la sécurité des ouvriers. Il y a certains dessins de De Vinci que Brunelleschi va regarder pour faire son travail puis faire ces fameuses machines. Le dôme, c'est un double dôme, en fait, ce qui permet aussi sa solidité. Les matériaux sont de plus en plus légers à mesure qu'on monte pardon, en hauteur. Vous avez d'autres images ici pour vous donner une idée. Et le dôme a une fresque assez impressionnante. La fresque est de Federico Zuccaro. La fresque a été faite beaucoup plus tard, en 1579. Donc, on se souvient, Brunelleschi, lui, est mort en 1446. Fait que c'est plus de 100 ans après sa mort que la fresque a été dessinée. Puis ça a pris du temps. Zuccaro a poursuivi le travail d'un prédécesseur d'un autre peintre. Je continue avec d'autres exemples de bâtiments importants de la Renaissance. On en a un ici qui a été fait par Alberti. Donc Alberti, je vous en parlais dès le début. Un philosophe, un homme de lettres, un mathématicien, un peintre, un architecte. Et l'église de Sant'Andrea en Italie est un exemple assez typique des types de constructions qu'on va voir à la Renaissance. Vous voyez finalement qu'on est en train de reprendre tout le langage qu'on avait chez les Romains, chez les Grecs, à un point que la façade est finalement presque l'équivalent d'un arc de triomphe romain. Regardez l'image que vous avez en haut à gauche, très, très, très similaire à la façade de l'église. Retour à l'intérieur des fameuses voûtes en berceau, donc qui va demander d'avoir une structure plus massive pour les murs. D'autres exemples, puis je commence un peu à avoir des exemples qui ne sont pas que religieux. Ici, ben, non, c'est pas religieux, mais ça reste quand même d'un certain luxe et d'une certaine opulence. Là, c'est le palais des Médicis à Florence, par Bartolomeo. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exemples qui nous proviennent de l'Italie. Okay. On a des choses assez intéressantes. Un plan carré avec une cour centrale, une loggia d'angle, qui va devenir le modèle des palais de la Renaissance florentine. 3 étages avec une corniche en saillie que vous voyez en haut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi d'assez particulier? Regardez que chaque étage a une façon différente d'utiliser la pierre. On a un bossage rustique au rez-de-chaussée. Ça devient classique avec des joints creux au premier étage, ce que les Italiens appellent le piano nobile. Oui. Et le dernier étage, c'est parfaitement lisse. Donc, la cour intérieure qui est ouverte, qui est nouveau. C'est un nouvel élément dans les palais florentins. Et un autre point qui est assez intéressant, c'est le jeu de perspective, si vous voulez, d'un étage à l'autre. Alors, ce n'est pas super évident à voir. Là, on a des colonnes typiques esthétiques comme on les utilisait chez les Romains. Et les colonnes au rez-de-chaussée ressortent un peu plus. Les colonnes
Au piano nobile, sortent un petit peu moins, et au dernier étage, encore moins. Il y a comme une progression dans l'effet trompe-l'œil ou l'effet de bas-relief qu'on a ici. Un autre exemple, Bramante. J'ai pas beaucoup d'exemples de Bramante, qui est un artiste, architecte de la Renaissance, mais un de ces petits temples, le Tempietto de San Pietro à Rome, qui est quasiment justement le temple parfait, qui reprend tous les codes de l'architecture classique romaine. Un temple urbain, surélevé, avec des marches, donc pas comme les Grecs où on le mettait sur l'acropole, mais comme les Romains où on le surélève un petit peu de la place publique. Euh, un système de colonnes doriques, classiques, euh, épuré, un dôme, tout ça est circulaire, parfaitement organisé, avec des formes géométriques pures. Un autre bâtiment emblématique de la Renaissance, c'est la basilique Saint-Pierre de Rome. On est plus vers la fin, le milieu, fin de la Renaissance, et ça va durer très, très, très longtemps, la construction de la basilique. Je vous rappelle, et on l'a vu quand on a fait nos sorties, Marie-Reine du Monde à Montréal, qui est une réplique à 1/7 de la basilique de Saint-Pierre à Rome. Ça a duré très, très longtemps, euh, à un point que Bramante a commencé le plan de la basilique. Ça s'est modifié, agrandi avec Raphaël, et c'est Michel-Ange qui a finalement travaillé. Il avait plus de 70 ans, puis c'est à ce moment-là qu'il a travaillé pour finaliser la basilique de Saint-Pierre. La basilique est maintenant classée patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la plus grande église catholique du monde et à Rome. Donc, elle a été construite après la basilique à Florence, puis il y avait une espèce de compétition là aussi. C'est-à-dire qu'à Rome, c'est quand même le bastion de la religion, c'est là que le Vatican, c'est là que le pape habite. Et ben, les Romains voulaient avoir une cathédrale plus majestueuse que les Florentiens. À l'intérieur de la basilique et de la coupole, ben, vous voyez encore une fois la fameuse voûte en berceau, les colonnes ornementées de style classique. Et bon, Michel-Ange, qui a travaillé sur Saint-Pierre de Rome, est aussi un sculpteur, un artiste, responsable du fameux David, qui a été sculpté au début du 16e siècle. Il y a un autre exemple, la Pietà, qui se retrouve, elle, à la basilique Saint-Pierre. Il est aussi responsable de la fameuse chapelle Sixtine à Rome, qui, elle, n'est pas dans la basilique, c'est plus dans des bâtiments du Vatican à côté. Puis il y a cet exemple que tout le monde a vu au moins une fois dans sa vie. Là, c'est un des fameux extraits, si vous voulez, de la fresque de la chapelle Sixtine, qui est quand même assez monumentale comme fresque. Aussi responsable d'organisations spatiales, comme ici la place du Capitole, pardon, encore une fois à Rome, avec des bâtiments de part et d'autre, très classiques, très romains dans leur façon d'utiliser les colonnes intégrées au mur, et non pas comme les Grecs le faisaient, là, avec les colonnes qui étaient séparées, qui étaient plus un support. On ne peut pas parler de la Renaissance sans parler de Vinci, même si ce n'est pas un architecte en tant que tel. Donc, c'est un mathématicien. Oui, un peu. Il en a fait des projets, mais il est surtout connu pour d'autres choses. Il est mathématicien, il est physicien, il est inventeur, il est peintre, il est architecte, il est ingénieur. Donc, il va avoir une carrière très cosmopolite, il va faire un paquet de choses. Il va travailler plein d'éléments dans sa recherche picturale, transmission de la lumière, matérialité, rapport entre le symbole, les références,
va intégrer des notions de proportion. Puis il est un peu l'élément de transition entre la première période de la Renaissance et la deuxième période de la Renaissance. Donc il va être vraiment, donc il va naître presque au début de la Renaissance, puis mourir à la fin de la première période. Pour quelqu'un de cette époque, 1452 à 1519, il a vécu très vieux. Responsable de la scène, qui est la dernière scène le dernier repas de Jésus, qui est dans une église en Italie, une fresque dans une église italienne. Responsable, bien sûr, de la Joconde, qui fait plus vers la fin de sa vie. Je pourrais superposer, là, on pourrait faire des exercices, mais on peut dessiner un rectangle d'or pour encadrer parfaitement le visage de la Joconde. Scientifique, curieux, il fait d'innombrables dessins, recherches anatomiques, recherches d'invention, machines à voler, machines à aller sous l'eau, vraiment un paquet de choses. Et je termine la portion Renaissance avec un autre personnage très important, Andrea Palladio. Palladio va écrire lui aussi un traité qui ressemble un peu au traité de Vitruve qui avait été fait à l'époque romaine. Lui, ça s'appelle, c'est pas les 10 livres, c'est les 4 livres de l'architecture, les Quattro Libri dell'Architettura, qui a été publié à Venise en 1570. Donc, l'idée, c'est de rationaliser la production architecturale. Ce qu'il veut faire avec son traité, c'est de démontrer que les anciens Romains étaient passés maîtres dans l'art de construire. L'ouvrage va connaître un succès en Italie, il va connaître un succès partout en Europe, va être réédité, va être traduit rapidement en anglais, en français, en néerlandais, en italien bien sûr, parce que ça a été publié au départ à Venise. Et le livre renferme énormément de planchettes, comme vous voyez ici, où on a finalement des exemples de bâtiments. Comment est-ce qu'un plan devrait être? Comment est-ce qu'une façade devrait être? Quel genre de colonnes on devrait utiliser? Puis pas juste de la dessiner, mais quelles sont exactement les proportions? Donc, ce que vous voyez ici, c'est savamment réfléchi et calculé. Tous les différents éléments du chapiteau, de la colonne en elle-même, de sa base, quelle dimension pour le diamètre, quelle hauteur, quelle largeur, etc. Il va aussi, ce qui est assez nouveau, c'est qu'il ne va pas juste faire un traité de ce que devrait être l'architecture, mais dans ses livres, il va aussi intégrer ce que lui a fait comme architecte. Et on va parler de Palladio pour des siècles et des siècles. Ça va être une influence majeure pas juste sur l'architecture de la Renaissance, mais sur tout le néo qui va suivre. Néoclassique, néo-colonialisme, Greek Revival, tout ce qui va se faire par la suite en Europe puis en Amérique, il va avoir, pas tout, mais en tout cas, une bonne partie de l'architecture va être influencée par les écrits de Palladio. Donc, Palladio construit c'est drôle, Palladio construit des palais, c'est un peu ça. Donc, il construit des palais, il construit des villas aux alentours de Venise, à Vicence, entre autres. Celle-ci, la Villa Rotonda, vous pouvez retenir ce terme, c'est un des bâtiments les plus fameux de la Renaissance, puis c'est le bâtiment qui a fait connaître Palladio un peu à travers le monde et pour la postérité. Bâtiment ultra classique, donc regardez la géométrie parfaite en fait. C'est un dôme central avec 4 façades identiques, fronton classique, typique là, de l'Antiquité. Et tout est parfaitement calculé dans cette villa. Donc, il va construire plusieurs villas. Vous voyez un autre exemple ici, une autre vue de la Villa Rotonda. Puis on s'entend, c'est quand même de l'opulence. Quand on parle de villa à cette époque, ça peut ressembler à ceci à l'intérieur. Donc, comme hall principal d'une maison,
Parce qu'une villa, c'est quand même une demeure, quelqu'un qui a vécu là-dedans, c'est pas rien. Je vous disais, l'Italie est un peu le berceau de la Renaissance, Venise aussi. Donc, il y a Florence qui est assez importante, il y a Venise qui est importante également. Euh, toute la place Saint-Marc avec le Campanile, puis la, la cathédrale San Marco aussi, est typique de cette époque, mais il y a quand même des influences un peu plus orientales dans l'architecture de la Renaissance à Venise. Et vous voyez comment l'Église est peut-être plus travaillée, plus exubérante que ce qu'on verrait là, dans des bâtiments Renaissance euh, plus classiques. Vous avez, entre autres, vous avez d'autres exemples, mais on est vraiment, on réutilise les codes et le langage qu'on aurait utilisé dans l'Empire romain antique. Un autre bâtiment ici, toujours à Venise. Palladio, qui a fait une basilique, un peu plus rare, il a plus fait des bâtiments païens que des églises. Mais voici un exemple d'église réalisée par Palladio. Donc, je vous disais qu'il y a un énorme retour de la voûte en berceau, mais ça ne veut pas dire qu'on a oublié les techniques qui avaient été développées à l'époque gothique. Donc, les voûtes croisées, les croisées d'ogives, ça existe encore. Vous en avez un exemple ici à droite. Mais rappelez-vous, pour les gens de la Renaissance, ce qui avait été fait juste avant, c'était considéré comme inintéressant, à la limite du dégradant. Ils étaient assez condescendants sur ce qui venait juste d'être créé, de ce que nous on appelle l'époque gothique. C'est pas surprenant que vous voyez peu de références au gothique dans l'architecture de la Renaissance. Comme je vous disais, vraiment, les architectes de la Renaissance ils font comme un saut par-dessus tout ce qui s'est fait au Moyen Âge pour revenir aux anciens. Un autre bâtiment hyper fameux de Palladio, c'est San Giorgio Maggiore à Venise, qui est une église, comme vous voyez ici, qui est sur une des petites îles juste en face de Venise, juste à côté de la Giudecca, en fait. Et je vais vous montrer, en fait, une image. Je trouvais très belle la toile de l'époque. Et je vais vous montrer, finalement, une vue de tout ça. Donc, San Giorgio Maggiore qui est ici, la Giudecca qui est là. Ici, on se met à faire le tour. Là, on a une des pointes de Venise. Et on se retrouve avec le Palazzo Ducale, puis la Basilique Saint-Pierre et le Campanile de la place Saint-Marc. OK. Je poursuis puis je termine avec... Non, c'est pas vrai. On va pas terminer avec ça. On va poursuivre jusqu'au baroque. Mais il va y avoir, comme dans n'importe quelle période, il y a un moment fort, puis il y a une certaine décadence, ou du moins là, une transition. Puis avec toute la rigueur de la Renaissance, l'utilisation du langage très classique des Grecs et des Romains, bien, à un moment donné, il y a des gens, bon, qui en ont marre, peut-être pas le bon terme, là, mais qui commencent à être justement écrasés par tout ce que les géants ont fait avant eux, Raphaël, Michel-Ange, Léonard de Vinci, et ils vont finalement céder, comme on le voit dans le texte, céder à deux tentations. On va continuer à utiliser des formules stylistiques, mais on va les imiter à outrance. Euh, et on va vraiment exacerber l'idée du moi, de la singularité du créateur, de la manière, d'où l'idée du maniérisme. C'est-à-dire qu'on commence à pousser un petit peu plus loin tous ces concepts d'utilisation du langage de l'Antiquité. Donc, on essaie d'avoir peut-être un petit peu plus d'expressivité, c'est un petit peu plus ostentatoire. Okay?
Il y a aussi quelque chose qui se passe, là, donc je vous parle ici, ben, je vous parle pas, mais vous avez sur la diapositive le sac de Rome en 1527. Puis là, on est au milieu de la période de la Renaissance, c'est-à-dire qu'il va y avoir des guerres en Europe et il va y avoir une réforme, une remise en cause de l'Église catholique par plusieurs théologiens. Puis ça va, entre autres, entraîner la naissance des églises protestantes. Bon, il y a une remise en cause théologique, il y a aussi une question pratico-pratique. Là. Il y a un roi en Angleterre qui voulait se remarier et le pape ne voulait rien savoir. Fait que, il a trouvé une solution pour avoir une deuxième femme pour se remarier. Puis c'était, en guillemets, là, ça fait partie un petit peu de tout ça. Là. Fait que le courant luthérien puis les églises protestantes. Donc, on va commencer un petit peu à questionner la dominance de l'Église catholique. Fait que ça peut donner quoi un peu de la Renaissance, mais un petit peu poussé à l'extrême. Vous avez un exemple ici. C'est quand même fait par Michel-Ange, on s'entend. Mais regardez l'escalier. L'escalier commence à prendre des courbes. On ne voyait pas ça chez nos anciens. Romains et Grecs, les Romains et les Grecs ne mettaient pas ça dans leur construction, dans leurs temples, dans leurs bâtiments principaux. Donc, on a quelque chose qui commence à être un petit peu plus maniéré, justement. Puis, vous pouvez voir aussi sur les murs intérieurs, on se met à rajouter des fausses fenêtres, même à faire du trompe-l'œil. Donc, il y a plein de dessins au deuxième étage qui est justement que ça, qui est du dessin. Ce n'est pas... il y a certaines fenêtres, là, vous en voyez une qui est une véritable fenêtre, mais sinon, il y a énormément de dessins de trompe-l'œil. Puis, tout ça nous amène au baroque, qui est une période qui n'est pas complètement, encore une fois, il n'y a pas une coupure franche. Et au début des années 1600 jusqu'à peut-être 1750-ish, on va voir apparaître le baroque, mais la Renaissance, elle finit pas à 1600, 1650 à peu près. Fait qu'il y a une transition qui va se faire. Puis cette transition-là du baroque, on commence à la voir avec le maniérisme. L'escalier que je vous ai montré à la Banque Laurentienne avec plein de courbes, c'est typique de l'époque baroque. Ce qui est intéressant, entre autres, c'est, on revient là à Saint-Pierre de Rome. Saint-Pierre de Rome, qui est une cathédrale qui a commencé au Moyen Âge, mais qui finit avec toute une devanture ici, typiquement baroque. Toute cette idée de la grande courbe que vous voyez, qui, là, ça, c'est toute la place publique en avant de la cathédrale. C'est plus typique du baroque. Mozart, un exemple. Voici, vous avez ces différents exemples de personnalités de l'époque baroque. Donc, je vous disais, à peu près 1600 à fin de 1700. Galilée que j'avais introduit là, à la Renaissance parce qu'il va suivre les traces de Copernic. Là, en France, on a Louis XIV, on a Isaac Newton qui comprend la gravité, Molière qui va faire du théâtre et Mozart qui fait de la musique, entre autres de type clavecin. Il ne fait pas juste ça, mais il fait un peu de ça. Je vais vous faire un petit extrait pour vous donner une idée. Si vous voulez, vous pouvez vous faire un peu plus de recherche si vous voulez. Donc, si vous voulez un peu plus de musique de cette période. Alors, avec le baroque, dans le fond, c'est un peu, comme je vous disais, une continuité de l'architecture de la Renaissance, mais plus théâtrale, plus ostentatoire, plus triomphale, plus. C'est juste plus grandiose. C'est comme si les architectes s'étaient un petit peu dégênés, puis ils avaient continué à utiliser le langage des Grecs et des Romains, mais ils commencent à y mettre un petit peu plus du leur. Donc, on va voir
de la courbure qui va apparaître de plus en plus. Euh, on va, on va jouer avec des contrastes de coloris. On va oser jouer avec des couleurs. Les Grecs et les Romains, c'est monochrome. C'est de la pierre grise, puis c'est ça c'est juste ça. On va oser torsader des colonnes. Vous allez voir des exemples. Il y a un exemple à l'intérieur de Saint-Pierre à Rome, justement. On va utiliser des formes ovales. On n'utilisait pas l'ovale avant. Cercle, carré, rectangle, triangle, des formes de base. Donc, vous allez voir que finalement, on se permet un petit peu plus. Donc, vraiment, le baroque, ça emprunte de la Renaissance et de sa phase ultime, qui est le maniérisme. Le maniérisme est un petit peu la transition entre la Renaissance, qui est assez droite et froide, qui suit vraiment les préceptes des anciens, puis le baroque, qui est beaucoup plus opulent, beaucoup plus théâtral. Vous avez un premier exemple de baroque, mais vous voyez là, qu'on est euh, bon, début du 17e, la fin du 16e, fait qu'on est encore un peu dans la période de la Renaissance, vers la fin de la Renaissance. Fait qu'on a une façade d'église qui est quand même assez classique, un fronton, des colonnes corinthiennes qui sont encastrées dans le mur, typique de ce que les Romains faisaient. Mais là, oups, on commence à avoir des courbes, des spirales qui sont intégrées sur les côtés. Et vous allez voir que plus on va progresser dans le baroque. Donc, Saint-Pierre de Rome, qui a des exemples qui ont commencé avant, mais qui a des exemples assez baroques dans justement la finalité de la façade autour des horloges très, très courbées, très ostentatoires. Puis on se met à avoir certains éléments ovales euh, autour des ouvertures. Puis à l'intérieur, c'est là que le baroque prend un peu plus sa place. Ici, le baldaquin de la basilique Saint-Pierre, vous voyez, quand je parlais de colonnes torsadées, là, on n'aurait jamais fait ça au début de la Renaissance, puis les Grecs et les Romains non plus n'auraient pas pensé à faire ça. Donc on se permet de la fantaisie, en fait, avec le baroque. Puis vous avez un autre vue, finalement, de la place qui est juste en face de la basilique Saint-Pierre. Ici, vous avez finalement une vue aérienne avec l'avenue principale qui nous amène à la place Saint-Pierre, puis qui est dans un axe parfait avec la façade de la basilique. Puis vous avez, je vous remonte des exemples de Marie-Reine du Monde à Montréal, avec le baldaquin à l'intérieur avec les colonnes torsadées. Exactement la même chose. Et quand je vous disais là, que c'était une reproduction fidèle, c'est vraiment ça, intérieur-extérieur. Ici, un autre bel exemple du baroque, parce que vous voyez l'utilisation de l'ovale en plan, puis vous voyez l'utilisation de la courbe, puis même on parle de courbe, contre-courbe, double courbe à l'extérieur en façade. Donc, des ovales dans la portion centrale, puis le balcon qui a été construit en double courbe. Puis ça donne des effets comme ceci à l'intérieur. Fait que c'est vraiment un mélange de langage. Vous voyez encore les colonnes corinthiennes, typiques de ce que les Romains faisaient, mais c'est intégré avec des nouvelles formes, avec les cercles, les ovales, des espèces de courbures qu'on ne voyait pas précédemment. Un autre exemple ici, le Berny, on est en plein 1648, on est vraiment fin Renaissance, début baroque, avec des exemples, même dans les sculptures elles-mêmes. Regardez comment il y a tout l'effet de volume dans les vêtements, très, très important, puis très typique de cette idée de maniérisme-là, puis de théâtralité. Un autre exemple assez triomphal du baroque, encore façades très courbées, courbe, double courbe, escalier avec des marches arrondies, avec des ovales partout. Un autre exemple ici,
en Allemagne. Plus tard, mais on s'entend que là, on a atteint là, un summum des manières du baroque. Des colonnes torsadées, des ovales, de la courbure, de la décoration. Il est très, très opulent. Et ici, vous avez un autre exemple assez fameux, en fait très fameux, ce qu'on appelle en anglais les Spanish Steps, qui est les escaliers qui nous amènent à l'église de la Trinité des Monts, sur la place d'Espagne à Rome. Pourquoi c'est baroque? C'est baroque dans l'idée de la théâtralité, dans le fait de mettre en scène quelque chose. Fait que on met en scène l'église de la Trinité des Monts et on le fait avec un escalier monumental, un escalier qui est tout en courbure, justement, qui vient épouser les bâtiments adjacents, avec les marches arrondies, courbe, double courbe. Et vous voyez un peu, vous voyez bien avec cette vue-là à vol d'oiseau. Première série d'escaliers à partir de Sainte-Trinité-des-Monts. Première courbe, courbe opposée. On revient sur une nouvelle courbe. Encore une courbe opposée avec les escaliers. C'est vraiment ce jeu-là de forme arrondie qui est typique du baroque. Fait qu'on va arrêter ici pour la portion Renaissance baroque. Dans le fond, si on résume, justement parce que pour vous aider là, à vous faire une tête, on a une période, on disait, un petit peu plus sombre avec le Moyen Âge, qui ne l'est pas nécessairement, mais quand même, un 1000 ans où on est dans la suite de la chute de l'Empire romain, puis on va finalement se trouver à faire des églises très, très élancées, très ouvertes avec le gothique. Et la coupure à la Renaissance, c'est le changement de paradigme. L'Église, Dieu n'est plus le centre du monde, c'est l'homme qui est le centre du monde. C'est pas vrai que tout tourne autour de la Terre. Copernic réalise que non, la Terre tourne autour du Soleil. Fait que les connaissances scientifiques prennent le dessus sur les connaissances religieuses. Fait qu'il y a une espèce d'opposition entre la magie, les dragons du Moyen Âge et la science de la Renaissance. Et en architecture, ce qui va se passer, c'est que avec cette idée de la science, cette idée humaniste à la Renaissance, bien, on va finalement sauter par-dessus tout ce qui était le Moyen Âge pour revenir voir ce que les anciens faisaient, principalement ce que les Romains faisaient. Donc, les architectes, les artistes de la Renaissance vont aller voir la manière dont les temples, les colonnes, ils vont aller en pèlerinage d'une certaine manière, ils vont aller observer, analyser les vestiges de l'Empire romain, puis ils vont l'utiliser, ils vont le cataloguer, ils vont utiliser des proportions, des systèmes d'axes, de symétrie. Donc, tout un processus plus scientifique pour construire. Ça va se construire aussi avec du dessin. Brunelleschi est un exemple parfait de la Renaissance, c'est-à-dire qu'il ne veut plus simplement approximer le réel quand il fait des toiles. Il veut vraiment comprendre pourquoi ce qu'il voit en 3 dimensions, comment est-ce qu'il est capable de le transposer sur une peinture. Donc, lui développe les principes de la perspective à un point de fuite. C'est lui qui est assez ingénieux pour faire plein de calculs et de dessins scientifiques pour réaliser le fameux dôme à Florence. C'est à la Renaissance qu'on voit Léonard de Vinci apparaître, pas le bon terme, mais Léonard de Vinci a vécu pendant la Renaissance, comprenez ce que je veux dire, et qui est un humaniste, donc qui est quelqu'un qui va toucher à beaucoup de sujets dans sa carrière. Puis la plupart des personnages principaux de la Renaissance, c'est justement des gens qui vont faire un peu de tout. Ce n'est pas des spécialistes, c'est des généralistes. C'est des gens qui composent leur savoir avec plusieurs sphères de connaissances. Peinture, anatomie, astronomie, architecture, ingénierie, mathématiques, géométrie. Donc, tout ça participe à la construction du savoir à l'époque de la Renaissance. Puis parce que c'est à ce point codifié, organisé, avec des symétries parfaites, avec des règles strictes,
on part des 10 livres de Vitruve qui sont traduits en italien. On a les 4 livres de l'architecture de Andrea Palladio. Donc, tout ça est très, très codifié, très, très régimenté. Puis, ben, le contre-coup de ce côté très, très organisé, c'est un peu la fin de la Renaissance avec le maniérisme, puis qui nous amène à de l'ostentatoire puis du théâtral, comme on le voit avec la période baroque. Donc voilà, voilà pour la portion Renaissance et baroque.